Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Thierry Ardisson est aujourd'hui l'invité de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je suis content que Thierry Ardisson ait pu se joindre à nous cet après-midi. Son dernier livre évoque ceux qu'il appelle les fantômes des Tuileries. En réalité, ces princes héritiers qui, après avoir porté les espérances des Français, et pour certains des espérances très grandes, n'ont finalement jamais régné, ou en tout cas vraiment régné. Louis XVII, Napoléon II, Henri V, Napoléon IV, ainsi que l'héritier de Louis-Philippe, ce fameux duc d'Orléans dont je vais maintenant vous raconter l'histoire. Et j'imagine que vers la fin de l'émission, Franck, vous nous emmènerez faire un tour dans les jardins des Tuileries à Paris. Dans les jardins, puisque le palais en tant que tel n'existe plus. Nous verrons aussi dans quelles conditions il a été démoli, ce palais des Tuileries. Les vestiges qu'on en a conservés au cœur de la capitale ou ailleurs évoquent une des périodes les plus passionnantes de notre histoire. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. 13 juillet 1842. Un jeune prince de 31 ans sort de ses appartements du palais des Tuileries. Il faut l'imaginer grand, svelte, élégant. Son visage est long, comme illuminé par ses cheveux clairs et ses yeux d'azur. Et on peut dire que, malgré sa jeunesse, il en impose. Ce prince de belle prestance n'est autre que Ferdinand Philippe, duc d'Orléans. Il est le fils aîné du roi Louis-Philippe Ier. Ça fait de lui l'héritier du trône. À l'époque, on parle de prince royal. C'est une appellation qui n'a pas duré très longtemps, somme toute. Juste le temps de la monarchie de Juillet, le prince royal. S'il ne doit pas trop tarder, c'est qu'il a prévu de se rendre loin dans le nord, à Saint-Omer, où il doit retrouver son poste dans l'armée. Il doit conduire très prochainement une grande revue militaire. On lui a préparé une petite voiture qui a la particularité d'être découverte, ça va avoir son importance. Pour tout vous dire, le prince fait la moue quand il découvre ça, parce que c'est le genre de véhicule qui vous expose à la vue des passants, et quand on est très célèbre, ce n'est jamais très agréable. Il faut bien s'en accommoder. Le prince s'élance dans Paris en direction de Neuilly, car il a promis de passer à Neuilly voir sa mère, la reine Marie-Amélie. Il veut faire un court arrêt pour l'embrasser simplement. Soudain, alors qu'il atteint la sortie de Paris. Et nous avons encore aujourd'hui, au-dessus du périphérique d'ailleurs, exactement l'endroit qui est désigné. À cet endroit, donc, les chevaux se mettent à devenir complètement fous, ils sont comme incontrôlables. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? On ne le saura jamais exactement. En attendant, c'est la panique. En un instant, le prince héritier est éjecté du landau et, comble de malheur, il s'en va heurter violemment le pavé, la tête la première. Il y a des témoins, plusieurs personnes se précipitent vers lui. Ils ne peuvent que constater la gravité de l'accident. Le prince est là, sans connaissance, le crâne ouvert. Alors on le transporte dans une épicerie qui se trouve pas très loin. Le roi et la reine sont très vite alertés. Eux-mêmes arrivent de Neuilly, donc ils ne mettent pas longtemps à venir. Ils accourent au chevet du prince, ainsi que d'autres proches. Ferdinand a l'air, au bout de quelques moments, il a l'air de se ranimer. En fait, ce n'est que pour vomir. Puis viennent des cris, des râles de douleur absolument affreux. C'est le prélude à l'issue fatale, parce que Ferdinand Philippe va rendre l'âme quelques heures plus tard sous les yeux de ses parents et de sa famille complètement effondrés. On peut dire que c'est une onde de choc qui traverse alors le royaume. On ose à peine croire à la mort de ce prince dans la force de l'âge, lui à qui tout semblait promis dans les jours qui suivent, les cérémonies à Notre-Dame de Paris. On a complètement drapé Notre-Dame, vous savez, de couleurs très sombres. Ces cérémonies à Notre-Dame puis à Dreux sont l'occasion de manifestations populaires vraiment déchirantes. Ferdinand est donc enterré là au milieu d'une émotion intense. Voilà ce que nous dit le poète allemand Heinrich Heine, qui est sidéré de la douleur des Français. « Jamais la mort d'un homme n'a causé un deuil aussi général, dit-il. C'est une chose remarquable qu'en France, où la Révolution n'a pas encore discontinué de fermenter, l'amour d'un prince ait pu jeter de si profondes racines et se manifester de façon aussi touchante. Non seulement la bourgeoisie qui plaçait toutes ses espérances dans le jeune prince, mais aussi les classes inférieures regrettent sa perte. » En vérité, c'est peut-être le cours même de l'histoire qui vient de basculer. Musset, le poète Alfred de Musset, qui connaissait bien Ferdinand, conclut « Une heure aura détourné tout un siècle ». Alors,
Pour prendre la mesure de l'immense désarroi provoqué par ce drame, il faut peut-être que je vous retrace, au moins à grands traits, la vie agitée de ce prince étonnant qui a, on peut le dire, marqué son époque. Il avait vu le jour au temps de l'Empire, à l'automne 1810. Sa famille était en exil, il est né à Palerme, où les Orléans, donc les Orléans, branche cadette de la famille royale française, ils attendent la fin de l'exil. On est à l'époque où Napoléon paraît encore très 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 ferme, très fort. Ferdinand se souviendra: les premières impressions que mon enfance ait reçues, les premiers vœux qu'on m'ait appris à former, ont été pour une patrie qui m'était d'autant plus chère que l'on m'habituait à ne conserver aucun espoir de la revoir. Il était convaincu, lui, qu'il passerait sa vie hors de France. Ferdinand va recevoir une éducation soignée, ai-je besoin de vous le préciser. Il grandit en Sicile dans un environnement privilégié, même stimulant. On le voit parler, bien sûr, l'italien, le français qui doit rester sa langue maternelle, l'allemand également. Et puis, ça va être ces événements qui bouleversent complètement l'équilibre en Europe. L'armée napoléonienne commence à essuyer une série de déroutes. L'Empire va s'effondrer littéralement comme un château de cartes. Et c'est le frère de Louis XVI, le comte de Provence, qui devient donc le roi Louis XVIII, qui monte sur le trône et qui remplace Napoléon. Louis XVIII est le cousin, bien sûr, des Orléans. Pour la famille de Ferdinand, le retour en France devient plus que possible. Problème, il faut quand même dire que les Orléans sont dans une position ambiguë, puisque le grand-père de Ferdinand, qu'on a surnommé Philippe Égalité, au moment du procès de Louis XVI, a voté la mort du roi. Quant à Louis-Philippe, donc le père de notre Ferdinand, Louis-Philippe a combattu dans les armées révolutionnaires. Vous savez qu'on l'a vu à Valmy, à Jemmapes, etc. Alors, évidemment, on peut se demander quelle peut être la place de cette famille, entre guillemets, régicide, dans un régime qui veut complètement éradiquer tout souvenir de la Révolution française, un régime gouverné par les cousins qui sont les frères du roi Louis XVI. Quoi qu'il en soit, Louis-Philippe se dit qu'il est grand temps pour lui de quitter la Sicile. Il part en août 14 et le mois suivant, il est de retour à Paris, chez lui, au Palais Royal, au cœur de la capitale. Alors, évidemment, les retrouvailles avec Louis XVIII sont un petit peu difficiles. Je pense que Louis-Philippe et sa famille appréhendent ces retrouvailles, mais le roi se montre bon prince, si j'ose dire. Il les accueille à bras ouverts. Évidemment, ça ne va pas durer longtemps, puisque vous savez que Napoléon va quitter l'île d'Elbe, va remonter. Vous connaissez cette histoire, on l'a racontée combien de fois ici. Ce sont ce qu'on appelle les 100 jours, avec la reprise du pouvoir par Napoléon, et ça c'est le signal d'un nouvel exil, et cette fois les Orléans partent pour l'Angleterre, et même après la seconde chute de Napoléon à Waterloo, ils vont quand même prendre leur temps pour rentrer. Ils ne reviennent à Paris qu'en 1817. La famille royale se reconstitue, tant bien que mal. Le jeune Ferdinand s'habitue à sa nouvelle vie. Il a un caractère difficile, c'est Thierry Ardisson qui nous le rappelle. Il se rebelle, se cabre, rechigne, s'indigne, râle en permanence, s'en prend à ses maîtres, nous dit-il. Quelle que soit la matière apprise, il se moque. Ses parents tiennent bon. Il recrute des professeurs rigides, donne des consignes sévères, et bientôt, Ferdinand Philippe traduit aussi bien Goethe, Chatterton que Virgile et prend des leçons de dessin avec celui qui deviendra son grand ami, le peintre Ary Scheffer. Louis-Philippe, dans un esprit, on va dire, très orléans, décide que son fils va étudier au milieu des autres enfants. Ça veut dire qu'il va bientôt pouvoir intégrer le collège royal Henri IV. Concerto pour piano numéro 1 en mi mineur de Frédéric Chopin, à l'instant sur Europe 1. Restez avec nous. Cet après-midi, Franck, vous nous racontez le destin brisé de Ferdinand Philippe d'Orléans. Alors nous sommes à l'époque de la Restauration, au 19e siècle, et vous nous racontez l'histoire de ce prince qui, de façon moderne, est envoyé, vous le disiez juste avant la pause, au collège Henri IV pour suivre sa scolarité. C'est comme ça qu'il va connaître Musset, d'ailleurs, entre autres. Il va fréquenter des roturiers, en fait. Oui. Alors,
j'imagine que le collège Henri IV et la fréquentation de cet établissement peut inquiéter les tenants de l'Ancien Régime, d'autant plus qu'ils doivent penser que le prince a des chances de monter sur le trône un jour. Oui, évidemment, vous savez, la branche aînée des Bourbons n'est pas très pourvue en héritier mâle, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Louis XVIII n'a pas d'enfant. Son frère, qui est pour l'instant comte d'Artois, qui un jour va devenir en 1824 le roi Charles X, a lui-même deux fils, et c'est le deuxième seulement qui lui-même aura un enfant, mais à titre posthume, puisque en 1820, le poignard de Louvel, à l'opéra, rappelez-vous ça, hein, à l'opéra de la rue Pelletier, le poignard de Louvel va avoir raison du duc de Berry. Donc il n'y a pas vraiment de successeur, enfin la branche aînée des Bourbons n'a pas énormément d'héritiers. On pourrait donc imaginer qu'un jour, le cousin de Louis XVIII, puis de Charles X, Louis-Philippe, monte sur le trône, et à ce moment-là, le prince dont nous parlons serait effectivement le prince héritier. Alors, c'est un jeune homme, nous l'avons vu, au caractère assez impérieux, mais qui se fait assez bien au lycée. C'est Arnaud Tessier qui nous le raconte. Il se soumet, dit-il, au rythme de vie des autres élèves. Il se lie avec ses camarades, dont certains le tutoient, reçoit certains d'entre eux à Neuilly, donc chez ses parents, dans la maison de campagne, si vous voulez, des Orléans. En bref, il mène, avec quelques nuances, car il fait l'objet tout de même d'une surveillance particulière, il mène la vie d'un garçon de son âge, portant même longtemps le mimétisme jusqu'à n'obtenir que des résultats assez moyens. C'est pas un très bon élève, il faut bien le dire. Bref, tout est réuni pour que Ferdinand, au détour de l'adolescence, soit touché par les idées qui à l'époque sont en train d'infiltrer la société, ces idées libérales. C'est particulièrement vrai après la mort de Louis XVIII en 1824. Les premières années du règne de Charles X, vous le savez, sont marquées par un retour assez marqué aux traditions de l'Ancien Régime. Et la réaction, comme on l'appelle, hein, les ultras qui prennent le pouvoir sous Charles X, exaspèrent le jeune prince. En face, un certain nombre de proches du nouveau roi regardent toujours avec un certain mépris le clan des Orléans. Après tout, Louis-Philippe est le fils du régicide, vous savez. Charles X envoie quand même quelques signes de bonne volonté. C'est un brave homme, Charles X. Ferdinand va recevoir notamment la charge de colonel d'un régiment. Et dans cette deuxième moitié des années 1820, on va voir le jeune prince se tailler un véritable statut. Il devient pair de France. Il sait se faire apprécier de la bonne société parisienne. Voici comment nous le décrit Marie Dagout, la célèbre Marie Dagout, la romantique, vous savez, lorsqu'il a 18 ans. Avec ses cheveux blonds, ses yeux bleus, son teint pâle, dit-elle, il avait l'air d'un jeune gentleman plutôt que d'un prince français. Il causait déjà bien, d'un ton très doux. Il commençait d'aller dans le monde, chez les ambassadeurs, chez les ministres et dans quelques salons des deux faubourgs. Il y fut vite à la mode, nous dit-elle. Les femmes qu'il distinguait s'en firent honneur. On lui supposa de bonne fortune et rien ne parut plus naturel. Par ailleurs, le jeune prince libéral se fait remarquer par les critiques qu'il adresse à un certain nombre de ministres de Charles X. Il est, je vous le dis, l'opposant des ultras. Or, fin juillet 1830, Paris gronde, vous savez, c'est la révolte. Ça va être ces fameuses 3 journées qu'on appellera un jour les 3 glorieuses. Le 29 juillet, Ferdinand apprend, il est à Joigny, dans sa garnison, il apprend que la situation s'aggrave. À ce moment-là, Charles X ne maîtrise plus rien. Et l'on peut dire que pour les Orléans, il y a un véritable espoir. Il y aurait même sans doute une carte à jouer. Ferdinand, de son propre chef, décide de se rendre à Paris, ce qui est une initiative dangereuse. Et d'ailleurs, il va mesurer à quel point, puisque tout près de la capitale, à Montrouge, un certain nombre de révoltés l'arrêtent, le placent sous bonne garde dans une auberge. Vous imaginez, ils ont pris un prince, ils sont tout contents. Qu'est-ce qu'ils vont en faire maintenant ? Finalement, le vieux Lafayette, vous savez, le Lafayette de la Révolution toujours, et de la guerre d'indépendance américaine, ce vieux Lafayette qui est toujours en service en tant que général commandant la garde nationale, va intervenir en sa faveur. Ferdinand est libéré, on peut dire heureusement, parce que peu de temps après, un certain nombre de personnages se présentent à l'auberge pour procéder à son exécution. Là, on peut dire qu'il a senti quand même le vent du boulet. Les événements sont confus, tout ça s'enchaîne dans une espèce de pagaille. Et le 1er août, on annonce au jeune prince qui est rentré dans sa garnison à Joigny, on lui annonce que son père, le prince Louis-Philippe, a accepté de devenir lieutenant général du royaume.
le pouvoir est en train de tomber entre les mains des Orléans, qui sont des princes réputés libéraux. Voilà ce que nous dit Thierry Ardisson. Lorsque Ferdinand apprend la nouvelle, sa joie explose. Son père a rallié la cause nationale, comme on disait dans les rangs libéraux. À son tour, le prince peut révéler à la face du monde combien est grand son patriotisme. Il arrache consciencieusement les fleurs de lys qui ornent son uniforme jusqu'au shako. La marche de Ferdinand vers Paris est extatique. Chaque sourire, chaque main qui se tend, chaque acclamation le touche au cœur. Il parle, il clame, il déclame. Et ce garçon toujours réservé qui déteste les grandes effusions, embrasse qu'il l'embrasse, s'enflamme comme de l'étoupe. Est-ce qu'on ne peut pas dire que l'avenir appartient à ce prince de 19 ans ? Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Au cœur cet après-midi du destin brisé de Ferdinand d'Orléans. Alors effectivement, Franck, vous nous le disiez, on a envie d'y croire. Juste avant la pause, il a 19 ans, il a tout l'avenir devant lui. Vous savez, au moment de cette révolution de 1830 qui s'est faite dans un désordre, évidemment, c'est une révolution, tout simplement. Il y a deux points de vue qui s'expriment au sein même de la famille d'Orléans. Il y a ceux qui disent que le prince Louis-Philippe, donc duc d'Orléans, doit simplement devenir le lieutenant général, une sorte de régent au nom du petit-fils de Charles X, c'est-à-dire au nom du duc de Bordeaux, et d'autres qui disent qu'il faut aller plus loin, qu'il faut qu'il prenne le pouvoir pour lui-même. Eh bien, inutile de vous dire que Ferdinand, le fils aîné, est tout à fait d'accord avec les seconds. Lui pense qu'il est grand temps de changer de régime, que son père doit devenir le nouveau roi, et c'est dans son sens que les événements vont finir par aller, puisque Louis-Philippe devient le roi des Français. Alors, il n'est plus roi de France par la grâce de Dieu, il est simplement roi des Français par la volonté de la Constitution, mais il est néanmoins le roi Louis-Philippe Ier, ce qui fait que le duc d'Orléans, notre Ferdinand, devient l'héritier du trône, le fameux prince royal. C'est à ce titre qu'avec sa famille, il s'installe donc au palais des Tuileries dès 1831. Alors, de manière très symbolique, la nouvelle famille régnante est en train de chercher vous savez, l'équilibre entre la modernité d'un côté et puis une certaine continuité historique, bien entendu. Louis-Philippe a épuré ses appartements, nous dit Arnaud Tessier, gardant toutefois le soleil de Louis XIV et sa légende Nec pluribus impar, le premier de tous, n'est-ce pas ? Le duc d'Orléans s'est installé dans l'appartement de la duchesse de Berry, les autres princes et princesses, donc ses frères et sœurs, dans les appartements des enfants de France. La chambre à coucher de Charles X est devenue une salle de billard. Il y a des petits symboles comme ça. Ferdinand a un vrai rôle politique, puisqu'au fil des mois, on le voit participer à toutes sortes de manifestations. L'esprit de réforme qui l'animait au début s'assoupit, disons-le. Ses interventions au sein du Conseil ont commencé par irriter, et finalement, on l'a carrément écarté, ce qui fait qu'il en ressent une frustration, c'est incontestable. Il est de plus en plus souvent en désaccord avec son père. À cette époque, Ferdinand est plus en vue que jamais. Aux yeux de certains, il est une sorte d'idéal du prince libéral, un prince qui a tout pour devenir un jour le roi et qui devrait pousser assez loin les changements. Ferdinand, cependant, peut sembler lui-même un peu contradictoire puisqu'il affiche de plus en plus d'attachement à ses prérogatives princières. Il veut qu'on le respecte en tant qu'Altesse royale. Il veut donner un petit peu de lustre à cette monarchie de Juillet qui passe pour décidément bien bourgeoise. Tout cela en s'opposant évidemment à l'ancien modèle, évidemment. Derrière ce genre de dilemme se pose le problème de la légitimité des Orléans. Évidemment, le régime a de nombreux opposants. Il est coincé entre les légitimistes qui sont fidèles à l'ancienne monarchie, à la branche aînée, et puis les libéraux, voire même les républicains qui, eux, ont le sentiment de s'être fait voler leur révolution d'une certaine façon. Le roi va même échapper à un attentat très violent en 1835. Ferdinand est marqué par cet événement et ça va sans doute contribuer à le rapprocher de son père. Le prince, qui est de plus en plus expérimenté, devient moins radical dans ses idées, si vous voulez, et puis il tient, disons-le, à assurer son rôle dans toute la propagande royale, qui compte beaucoup sur la large famille de Louis-Philippe. Ferdinand est l'aîné de 5 garçons et de 3 filles. On va l'envoyer en Algérie, on est en pleine conquête de l'Algérie, il va s'illustrer là-bas, se montrer courageux, gagner beaucoup en prestige, et bientôt il se doit de
penser à la pérennité de la dynastie et donc à son mariage. Il faut lui trouver une princesse de haute naissance. Évidemment, les Orléans ne sont pas très bien vus dans les dynasties d'Europe pour toutes les raisons que je vous ai expliquées. Finalement, c'est Hélène de Mecklembourg-Schwerin, une princesse allemande de 22 ans qui est choisie. Elle est protestante, mais elle fait le serment d'élever ses enfants dans la foi catholique. L'union va se concrétiser par des cérémonies absolument extraordinaires, peut-être les plus belles cérémonies de tout le règne de Louis-Philippe. Et on peut dire que le prince, à ce moment-là, trouve un certain équilibre dans sa vie. Il a 30 ans, tout sourit à Ferdinand, nous dit Thierry Ardisson. Il est de sang royal, il a un intérêt réel pour l'art autant que pour l'armée. Il aime passionnément sa jeune femme, fait rarissime dans les annales du Gotha européen. 2 fils contentent le jeune couple au-delà de leurs espérances. Toujours modeste, entouré d'amis sûrs et peu nombreux, Ferdinand Philippe attend calmement son heure. N'est-il pas le roi qu'il faut à la France ? Tout le monde en est convaincu. Jusqu'à cet accident banal du 13 juillet 1842 qui fait disparaître l'espoir, mais non seulement du régime et de la dynastie, mais probablement d'une très grande majorité de Français. Cet accident, mais qui aurait pu évidemment l'imaginer ? C'est un bouleversement terrible, je vous l'ai dit. La maison d'Orléans, vous l'avez compris, possède bien d'autres princes. On ne peut pas dire que la continuité dynastique soit mise en danger, mais on a l'impression néanmoins que quelque chose est cassé, que celui qui devait incarner la continuité dynastique n'est plus là. Et d'ailleurs, ça va avoir des conséquences absolument terribles. Nous allons en parler dans un instant avec mon invité. L'avenir est donc remis en cause. Marie Dagout résume le sentiment de la plupart en quelques mots absolument terribles. Elle nous dit « En emportant le duc d'Orléans, la mort emportait tout un règne ». Bonjour Thierry Ardisson. Bonjour Franck, je suis très heureux d'être là parce que mon enfance a été marquée par Alain Decaux raconte. Mais moi aussi, figurez-vous, ça nous fait un point commun. Quand là raconter ça, ça me replonge à l'époque où j'étais fasciné par les récits historiques d'Alain Decaux. On va rester dans ce récit et dans sa continuité. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et jusqu'à 15h, nous sommes au cœur de l'histoire du palais des Tuileries avec de nombreux destins, dont le destin tragique de Ferdinand Philippe d'Orléans que vous venez de nous raconter, Franck Ferrand. Et vous recevez aujourd'hui Thierry Ardisson, homme de télévision bien sûr, et surtout auteur des Fantômes des Tuileries paru chez Flammarion. Et oui, c'est une émission qui fait réagir. Sur Twitter, Patrick nous dit que le prince, comme on l'appelait, le prince royal était très populaire et que sans sa disparition tragique, le 13 juillet 1842, il est possible que la révolution de 1848 ait donné un résultat différent. On pourrait même imaginer qu'elle n'ait pas eu lieu du tout, cette révolution. On peut dire ça, Thierry Ardisson. Voilà, je suis pas orléaniste au sens où effectivement le crime de Philippe Égalité, pour moi, c'est la tache sur la tunique de Nessus. C'est impardonnable, c'est inexpiable. Mais il faut reconnaître quand même pour ceux qui nous rejoindraient, il faut dire que donc le grand-père de ce prince avait voté la mort de son cousin Louis XVI. Philippe Égalité avait voté la mort. Moi, j'aurais jamais voté la mort de mon cousin personnellement. Donc, effectivement, je suis pas très orléaniste, mais force est de reconnaître que ce prince avait toutes les qualités pour durablement restaurer la monarchie, parce qu'il était beau, il était intelligent, il était courageux, il aimait les arts. Il était très ouvert. Très ouvert, c'est un prince moderne. Il aurait pu instaurer en France une monarchie à l'anglaise, qui est quand même le meilleur système de gouvernement du monde. Finalement, le régime assez extraordinaire dont jouissent les Britanniques, nous l'avons connu un tout petit peu en France, avec quand même une grosse nuance, c'est qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait le suffrage censitaire, qui faisait que seuls les gens riches votaient, pour parler clair, mais on aurait pu voir ce suffrage-là évoluer avec le temps. En l'occurrence, Ferdinand Philippe était favorable au suffrage universel. Je crois qu'on y serait arrivé. Je crois que ça aurait été beaucoup plus doux et beaucoup plus naturel qu'il ne meure pas bêtement, comme vous l'avez bien raconté. Il est mort, oui, dans des circonstances invraisemblables. C'est un accident, après tout, ça peut arriver. Pourquoi ses frères, parce qu'il avait quand même un certain nombre de frères, le prince de Joinville, le duc d'Aumale, dont nous parlions l'autre jour au milieu des collections qu'il a pu réunir à Chantilly, etc. Pourquoi ses frères n'ont-ils pas incarné, comme lui le faisait, l'espoir et l'avenir ? C'est quand même étrange. En 1848, quand il y a la révolution de 1848, mais il y a une scène que j'adore, c'est Hélène qui va à l'Assemblée nationale avec ses 2 jeunes enfants, le comte de Paris et le duc de Chartres, et elle leur dit... voilà, je veux que mes enfants deviennent rois. Mais là, d'un seul coup, ça marche pas.
parce qu'elle elle est allemande, les enfants sont de jeunes enfants, et personne n'a envie de leur donner le pouvoir, même avec une régence. Bon, et c'est vrai qu'à ce moment-là, on peut s'étonner que le duc d'Aumale, par exemple, qui après, jusqu'à la fin du 19e siècle, a été un personnage extrêmement important, on peut s'étonner qu'il n'ait pas postulé, parce que finalement, dans n'importe quelle dynastie, quand l'aîné meurt, c'est le cadet, c'est ce qui s'est passé avec Louis XVI. Et alors, évidemment, le climat instauré en France par la mort accidentelle du duc d'Orléans ne va pas favoriser la fin du régime la fin de la vie de Louis-Philippe. Le roi lui-même, qui est un vieux roi, il faut bien le dire, se crispe à partir de 1842. Et donc, lui, pour le coup, devient sourd aux évolutions du monde. Mais c'est très, très étonnant ce 19e siècle. Moi, j'adore ça parce que c'est vraiment un truc. Il y a eu tellement de régimes en France au 19e siècle qui sont succédés dans tous les sens. C'est un peu, finalement, la façon dont le régime de Louis-Philippe s'écroule, c'est un peu comparable à l'écroulement du régime de Napoléon III quelques décennies plus tard. C'est-à-dire que finalement, c'est des régimes qui sont bien installés, dont on peut penser qu'ils sont là pour toujours, et tout ça s'écroule, mais chaque fois, comme un château de cartes, comme vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs, comme un château de cartes en quelques jours, à chaque fois. Vous parlez, Thierry Ardisson, d'un tragique vaudeville où se succèdent empire, royauté, re-empire, re-royauté, monarchie de juillet, république, re-empire, république. À la fin du siècle, dites-vous, un député nommé Eugène Echassériau proposa d'ailleurs que les Français votent pour enfin choisir le système de gouvernement du pays. Oui, parce qu'en fait, quand on regarde l'histoire, parce que en gros, vous le savez, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Donc nous, l'histoire qu'on apprend aux enfants aujourd'hui, c'est une histoire qui a été écrite par les républicains, par la République, donc qui n'est pas vraie. Et donc en fait, la vérité, c'est quoi ? Elle est partiale en tout cas, forcément, comme toute histoire. Il y a plein de partis pris, évidemment. Donc ce que je veux dire, c'est que en fait, la mort de Louis XVI a été votée une voix de majorité, la République est passée à une voix de majorité, et entre les deux, il s'écoule à peu près 100 ans. Mais si la République est arrivée en France, c'est un hasard. Alors que les gens aujourd'hui croient que la République, c'est un régime naturel. Oui, que c'est le régime naturel de la France. Ils croient que c'est normal d'être républicain. Mais pas du tout, c'est une idéologie, la République. Et il faut, moi, au moins... Comme la monarchie, d'ailleurs. Voilà, moi, ce que je dis aux gens, je vous demande pas d'être monarchiste, mais je vous demande simplement de regarder les choses clairement, c'est-à-dire la République, c'est pas le régime naturel. La monarchie est le régime naturel de 10 pays d'Europe. Alors, ce palais des Tuileries autour duquel vous nous racontez ces destins brisés de dauphins qui n'ont pas régné, ce palais des Tuileries se trouvait au milieu de la capitale, et à partir des journées d'octobre, c'est-à-dire à partir de 1789, jusqu'à l'effondrement de Sedan en septembre 1870, donc pendant effectivement près d'un siècle, ce palais des Tuileries va être le centre du pouvoir en France. Et alors on y voit successivement, d'abord évidemment les insurrections contre Louis XVI, la journée du 10 août 1792 qui est épouvantable, qui a été très meurtrière, et puis ensuite évidemment le départ de Napoléon Ier, l'effondrement de Charles X en 1830, le départ rapide en 1848, 6 ans après l'accident dont on vient de parler, du roi Louis-Philippe, et puis encore au moment de la guerre de 1870, le départ en catimini de l'impératrice Eugénie. C'est le palais des malheurs, d'une certaine manière. Un vaudeville tragique, c'est ça. C'est-à-dire que finalement... Les portes claquent, mais pas pour faire rire. Oui, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, ils s'en vont tous comme des voleurs. Il y avait eu la fuite de Louis XVI, évidemment, à Varennes, mais quand Louis-Philippe s'en va, 91. Il se déguise en Mr. Smith. Quand Eugénie prend un brougham, c'est-à-dire un fiacre de louage. Eugénie s'en va chez son dentiste, effectivement. Donc ce qui était extraordinaire dans cette histoire, moi j'adore, c'est qu'en fait, c'est des gens qui sont vraiment les maîtres du monde, et du jour au lendemain, ils s'en vont avec une perruque et d'une façon complètement incognito, complètement anonyme, quoi. Quand même une certaine instabilité de ce pays dont l'impératrice, justement, dont Eugénie disait qu'il était ingouvernable. C'est clair que c'est ingouvernable. Et puis il y a à partir du moment, moi je pense que ça a commencé à mal aller quand il y a eu un parti monarchiste, parce que la monarchie c'est pas un parti politique, c'est un système de gouvernement. À partir du moment où vous avez un parti monarchiste, ça commence à aller. En Angleterre, vous n'avez pas de parti monarchiste. Vous êtes de gauche, de droite, mais tout le monde est monarchiste. Déjà à 80%. Oui, 90%. Voilà. À peu près, oui. Et là, ça commençait à mal aller. Pardon, mais quand le comte de Chambord a refusé le drapeau tricolore, soi-disant en 1873.
En fait, c'est pas que le drapeau tricolore était un symbole. En fait, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est qu'il voulait pas être roi parce qu'il y avait une majorité monarchiste à l'Assemblée. Parce que le roi ne dépend pas de la majorité de l'Assemblée, c'est clair. Voilà. Et là, ça aurait été le cas, probablement. Alors, Louis XVII, bien sûr, Napoléon II, dont on ne parle jamais, le pauvre, Henri V, Napoléon IV, ce sont des destins brisés sur lesquels nous allons maintenant nous appesantir. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Europe 1 pour parler de ces destins tragiques au cœur du Palais des Tuileries. Vous recevez aujourd'hui Franck Ferrand, l'animateur et producteur de télévision, mais aussi et surtout l'auteur des Fantômes des Tuileries, paru chez Flammarion. Thierry Ardisson est avec nous. Et Thierry Ardisson a réuni ces destins dont on ne parle pas souvent. Alors si, Louis XVII, on en a beaucoup parlé. Louis XVII, oui, mais en fait non. Quand j'ai fait Louis XX, je me suis aperçu de ça. C'est-à-dire qu'il y avait 5 petits dauphins qui avaient joué dans le Donc Louis XX, c'était une biographie de l'actuel prétendant légitimiste au trône de France. Louis XX, je racontais la fin des Bourbons de la branche aînée, et j'ai découvert entre guillemets, l'existence de Louis XIX. Parce que Jacques Prévert a fait un fameux poème qui va de Louis I à Louis XVIII, et qui dit qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui savent pas compter jusqu'à 20. Sauf que Prévert, sauf le respect qu'on lui doit évidemment, avait oublié Louis XIX, qui a régné un quart d'heure, mais qui a quand même régné. Donc le petit Louis de Bourbon, il était Louis XX. Donc déjà, ça m'a fait un titre. Et à l'époque, j'avais découvert donc que ces 5 petits dauphins n'avaient jamais régné. Et je m'étais toujours dit, il faut que j'en fasse un bouquin, quoi, parce que l'histoire m'intéressait, quoi. Alors évidemment, le petit Louis XVII a vécu, lui, une grande partie de son enfance aux Tuileries, puisqu'il arrive avec ses parents en 1789, il est tout petit, chou d'amour, comme le surnomme Marie-Antoinette. Il va vivre dans cette atmosphère un peu particulière, très tendue. Il voit ses parents malheureux aux Tuileries, bien sûr, surtout après le retour de Varennes en 1791. Il voit le bonnet phrygien qu'on impose à son père, il voit tout ça. Ensuite, ils sont emprisonnés au Temple. Et là, il se passe quelque chose d'inimaginable. C'est qu'on le confie donc au cordonnier Simon, qui décide d'en faire un vrai citoyen. Et pour faire du petit dauphin un vrai citoyen, on commence par lui faire boire de l'eau de vie, on lui donne des pilules d'opium, on le détruit, c'est un lavage de cerveau comme il en a été rarement pratiqué peut-être sur un enfant qui plus en URSS ou enfin je sais pas, mais c'est quelque chose de terrible. Jusqu'au jour où ils font dire à l'enfant que sa mère l'a obligé à coucher avec elle. Quelle ignominie. Enfin, il n'y a pas beaucoup de choses qui me choquent. Parce que... J'en appelle à toutes les femmes, dira Marie-Antoinette à son procès. Franchement, obliger un gosse à signer un papier comme quoi sa mère l'a obligé à coucher avec elle, je trouve que alors là, on peut parler de la République toute la journée, voilà sur quoi c'est fondé quand même cette histoire. Donc, c'est quelque chose, effectivement, c'est un destin, mais c'est absolument tragique, parce que... en plus, il y a une chose qui est forte dans la monarchie, c'est le roi est mort, vive le roi. Là, il casse ça, parce qu'il y a des doutes après, on ne sait pas s'il est mort au Temple ou pas. Donc, oui, il est censé être mort en juin 1795 au Temple, mais certains prétendent qu'il aurait pu survivre. Voilà, en fait, donc ça crée un trouble qui sort du principe formidable monarchiste. Le roi est mort, vive le roi. Et donc... oui, ça brouille vraiment les pistes. Ça brouille les pistes. Alors, la meilleure preuve en est, c'est que le duc de Berry, dont vous parliez tout à l'heure, au moment où on envisage qu'il puisse monter sur le trône, il dit « Moi, avant de monter sur le trône, j'aimerais être sûr que Louis XVII... » Que je n'ai pas un cousin quelque part. Oui, mais... Vous vous rendez compte que même à l'intérieur de la famille royale, on ne savait pas la vérité. Mais non, mais bien sûr. Alors, on ne peut pas vraiment dire, parce qu'ensuite il y a un changement de dynastie, création d'une toute nouvelle dynastie avec Napoléon Bonaparte qui devient l'empereur Napoléon Ier, et qui, après son divorce avec Joséphine, qui a lieu aux Tuileries justement, va épouser Marie-Louise, l'archiduchesse d'Autriche, avec laquelle il a un fils, le fameux roi de Rome, qui sera lui aussi pendant quelques minutes Napoléon II. Oui, lui, il a régné quelques minutes. On peut pas dire qu'il ait passé beaucoup de temps aux Tuileries, lui. On peut peut-être... non, lui, il est parti assez rapidement à Schönbrunn, en Autriche, donc sa mère... Il va devenir le duc de Reichstadt, voilà, là-bas. Sa mère s'occupait pas tellement de lui, finalement. Elle est allée vivre à Parme, on lui avait donné un duché à Parme, elle est allée vivre avec un dénommé Neipperg. Et finalement, ce gosse, c'est un peu comme Louis XVII, c'est-à-dire on lui a lavé le cerveau, il fallait absolument lui faire oublier son père, il fallait pas lui parler de Napoléon, etc. Et il y a cette phrase terrible à la fin de sa vie où il dit finalement, entre ma naissance et ma mort, ma vie n'aura été qu'un grand zéro. C'est-à-dire c'est vraiment une histoire, il se laisse mourir de la tuberculose. D'ailleurs, la mort du duc de Reichstadt est un épisode vraiment tellement poignant. Vraiment. Mais c'est vrai, j'ai cherché un peu les correspondances qu'il pouvait y avoir entre ces dauphins. On peut dire que Louis XVII et Napoléon II
ont eu le cerveau lavé. Alors, de toute façon. Celui qui vous intéresse, vous, en bon légitimiste que vous m'avez l'air d'être, Thierry Ardisson, c'est évidemment Henri V. Hein, c'est le duc de Bordeaux. C'est à cause d'Henri V, comte de Chambord. Grâce à Henri V, comte de Chambord, donc petit-fils de Charles X, fils posthume du duc de Berry, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. C'est à cause de lui ou grâce à lui que j'ai fait Louis XX. C'est-à-dire que je lisais dans le Marais-Isaac que finalement, ce type avait refusé d'être roi de France à cause du drapeau tricolore. Alors moi, je trouve ça quand même très bizarre, vous dire franchement. Et j'ai étudié, c'est comme ça que je suis rentré dans tout ça. J'ai étudié, en fait, c'est pas ça. C'est qu'il y avait une majorité monarchiste à l'Assemblée, on lui proposait d'être roi parce qu'il y avait une majorité monarchiste à l'Assemblée. Lui, il a dit, le jour où il n'y a plus une majorité monarchiste, je serai quand même le roi. Donc c'est le principe, c'est très important, c'est le principe d'autorité, c'est ce qu'a perdu Louis XVI, c'est d'oublier le principe d'autorité. Donc lui, en fait, ce qu'on peut... Moi je suis très romantique avec ça, mais je dis dans le livre qu'il a... C'est l'époque quand même. Il a enterré la monarchie comme un trésor, parce que plutôt que la galvauder, il l'a enterrée. Alors maintenant on peut dire à contrario, il a manqué une occasion incroyable. Absolument, je suis d'accord. Il a été élevé par la fille de Louis XVI, qui tous les soirs était en prière devant la chemise que son père portait sur l'échafaud. Donc, il a été élevé quand même dans une idéologie extrêmement réactionnaire. Et on pourrait dire, pour faire une formule, que Henri V n'est pas Henri IV. C'est-à-dire qu'Henri IV était prêt à tout pour être roi. Paris vaut bien une messe. Lui, au contraire, Paris ne vaut pas une messe, quoi. Donc c'est un personnage qui est grandiose. Oui. On n'évoquera pas de nouveau le duc d'Orléans, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. À la chute de Louis-Philippe en 1848, Louis-Philippe qui, comme vous le disiez, est obligé de s'enfuir en catimini des Tuileries, c'est une république, la deuxième république, qui s'installe pas pour longtemps, puisque le président de la République élu au suffrage universel n'est autre que le neveu de Napoléon Ier, et qu'il va bientôt faire un coup d'État pour devenir l'empereur Napoléon III. Et lui aussi n'a qu'un héritier, un fils unique, Loulou pour les intimes. Et alors ce Loulou, lui, il a beaucoup vécu aux Tuileries. Oui, Loulou, lui. Le problème de Loulou, c'est qu'en 1870, donc son père fait cette guerre, la dépêche d'Ems, sans parvenir là-dessus, mais une guerre idiote qu'il n'a pas envie de faire, Napoléon III, mais sa femme le pousse assez quand même à faire la guerre. Il est le parti des belliqueux. Et il perd à Sedan, évidemment, et Loulou part avec sa mère en Angleterre, où il est bientôt rejoint par Napoléon III. On l'appelle le prince impérial, pour être plus... disons les choses. Oui, appelons-le quand même par son vrai nom. Et lui, il a envie de se battre. Je suis un Napoléon, je suis un Bonaparte, je veux me battre. L'armée française n'en veut pas. Il rentre dans l'armée anglaise, mais même pas comme soldat, comme observateur. Il va au Zululand, où les Anglais sont en guerre, évidemment. Et il est tué, alors très bêtement, dans une mission d'observation par des chasseurs zoulous qui le tuent avec leur saguet. Et voilà, c'est encore une fois que des destins absolument tragiques, quoi. Et dans un palais qui n'existe plus, le destin de 5 petits dauphins qui n'ont jamais régné. C'est donc le sujet de votre ouvrage, Thierry Ardisson, les fantômes des Tuileries. Je dis le fantôme parce que vous ouvrez votre récit par une légende dont on a déjà eu l'occasion de dire un mot à ce micro. C'est la légende du petit homme rouge des Tuileries. Si vous voulez, nous y venons ensemble dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et chaque après-midi sur Europe 1, Franck, vous nous faites visiter les lieux où l'histoire s'est faite. Alors une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on visite un lieu qui n'existe plus, le palais des Tuileries. C'est étonnant. Où l'histoire a commencé par un fantôme. C'est un grand trou, un grand vide au milieu de Paris. Et c'est vrai qu'on raconte cette histoire, c'est Gosselin le Nôtre qui l'a colporté au tout début du XXe siècle. Cette histoire du petit homme rouge des Tuileries qui vous sert en quelque sorte d'introducteur à vous, Thierry Ardisson. Oui, moi j'aime pas trop ça, mais ça donnait un côté un peu David Chicode. C'est ça. Je trouvais que ça va à côté, bon. Oui, disons que Marie de Médicis ayant appris, parce que quand ils ont fait les Tuileries, évidemment, il n'y avait rien au début, donc il y avait un type qui avait un abattoir. Et un jour, Catherine de Médicis, apprend que ce type-là colportait des choses comme quoi elle aurait voulu empoisonner Diane de Poitiers, etc. Donc elle décide de le faire assassiner. Le type ne meurt pas, c'est là où ça devient une légende, et il est revenu pendant toute l'histoire de France pour hanter les Tuileries. On dit qu'à chaque fois qu'un drame devait se produire aux Tuileries, et Dieu sait qu'il y en a donc eu un certain nombre, nous en avons évoqué, nous avons évoqué les plus récents, à chaque fois, on voyait apparaître le petit homme rouge. Il apparaissait à celui qui devait... à Napoléon. Alors, à Charles X, à Louis-Philippe. À Napoléon, il avait un deal, il le conseillait. C'était un peu plus sympa. Mais voilà, ça n'est qu'une légende, mais c'est vrai que
que c'était une introduction qui était rigolote. Alors, au-delà de la légende, il y a une histoire des Tuileries et je voulais absolument signaler ce bel ouvrage d'Antoine Boulan. Antoine Boulan travaille au service historique de la Défense à Vincennes, vous savez, et il a écrit une sorte de biographie. Moi, j'aime bien les biographies de monuments. Ah ouais. Quand on vous raconte la vie d'un lieu, la vie d'un château, et là, c'est une vie d'autant plus, si je puis dire, anthropomorphique. Elle ressemble d'autant plus à une vie d'homme qu'il y a bien une mort des Tuileries. Nous allons en dire un mot si vous voulez tout à l'heure. Tiens, d'ailleurs, bon. Les Tuileries, château des rois, palais des révolutions. C'est le titre de l'ouvrage d'Antoine Boulan chez Talandier, qui nous raconte donc chapitre après chapitre ce qu'est devenu ce palais qui, après une période de sommeil, il faut bien le dire, parce que du règne de Louis XIV au règne de Louis XVI, les Tuileries ne servent pas à grand-chose. On sait notamment qu'au moment où il rentre de Fontenoy, le roi Louis XV vient s'y faire acclamer des Parisiens. Enfin, c'est un château dont la monarchie ne se sert pas. Et puis, bien entendu, à partir de 1789, ça redevient l'épicentre. Bien sûr. Alors, si vous voulez voir à quoi ressemblaient les Tuileries, il y a un ouvrage qu'il ne faut pas manquer, qui vient d'être publié là ces jours-ci par les éditions du patrimoine, le Centre des Monuments Nationaux. Vous savez, ce sont ces très beaux ouvrages quasiment officiels, magnifiques, avec une qualité de gravure, d'illustration absolument remarquable. Et vous avez là tous les documents qui peuvent exister sur les Tuileries, les plans, les élévations, tout le mobilier qui subsiste, bien entendu, les vestiges également, et notamment les morceaux de boiserie, les éléments de décor, etc., les tableaux, toutes les toiles des plafonds qui ont été, pour certaines d'entre elles, sauvées, et puis bien sûr, les gravures, les tableaux et les photographies. Oui, parce que, voilà, c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que en couverture du livre, Flammarion a trouvé une photo des Tuileries qui est très bien, parce qu'on voit les hommes avec des hautes formes, enfin on voit bien que c'est d'époque, évidemment. Ce qui est extraordinaire, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on a tout sur les Tuileries. Mais oui. C'est-à-dire qu'on a tous les plans. On a tout sauf les Tuileries elles-mêmes. On pourrait reconstruire les Tuileries à l'identique parce qu'on a absolument tout. Ça coûterait 300 millions d'euros. Vous êtes favorable à ça, vous, à cette reconstruction? Moi, je suis favorable parce que moi, je vais vous dire, comme tous les Parisiens, pendant longtemps, j'ai pas fait gaffe. Et le jour... Vous passiez devant ce grand espace vide. C'est un jardin. Voilà, enfin, en général, c'est le jardin des Tuileries. On passe dessous parce qu'il y a le tunnel maintenant. Et donc, je faisais pas. Et puis depuis que je sais, et depuis évidemment que je me suis intéressé, depuis que je sais qu'il y avait ce palais, je ne peux plus. Moi, j'habite là-bas. Je peux plus regarder par la fenêtre parce que c'est comme si j'avais un moignon. C'est-à-dire, on sent. Moi, je le vis physiquement, quoi. Ce manque du palais. Alors. Les gens s'en rendent pas encore compte, mais je crois que si on diffusait la photo... Alors pourquoi le reconstruire? C'est que je pense que ça serait d'abord un atout supplémentaire pour le tourisme en France, c'est-à-dire ça créerait un événement, parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui ont vu maintenant la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, etc. On ne s'en lasse pas, vous. On s'en lasse pas, mais ce serait une nouvelle une façon nouvelle de faire venir les touristes à Paris. Et puis ça me semblerait, les Polonais ont reconstruit Varsovie, les Allemands ont reconstruit Berlin. Et Dresde. Et reconstruisons les Tuileries. Oui, ce serait à mon avis un symbole que la République n'est pas encore prête à assumer, parce que ce qu'il faut dire, c'est que les Tuileries ont brûlé au moment de la semaine sanglante de 1871, mai 1871 à Paris, et que les Tuileries ne sont détruites que 12 ans plus tard, sur décision du pouvoir politique. C'est une véritable décision. C'était déjà très symbolique, la République a mis 12 ans pour décider de les raser. Ouais. Alors l'ouvrage, le très bel ouvrage dont je parlais aux éditions du patrimoine, ça s'appelle Les Tuileries, grand décor d'un palais disparu, et puis le vôtre, Thierry Ardisson, les fantômes des Tuileries. C'est aux éditions Flammarion. Chère Anissa, rendez-vous demain à 14h au cœur de l'histoire. En direct. Demain à 14h, vous nous parlerez de la plus célèbre reine d'Écosse. Nous serons au cœur de l'histoire de Marie Stuart.